Alors, bon, la révolution iranienne, c'est 1979, c'est déjà un bon moment. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. Et pour moi, j'y ai assisté. D'ailleurs, je vois d'autres personnes dans la salle qui y étaient aussi. Et ça a été pour moi une découverte. Je vais essayer de vous donner juste une petite anecdote pour vous faire comprendre à quel point c'était un peu inattendu. Quand je faisais mes études de persan au début des années 70 au Lanzhou, on m'avait dit de lire un livre de Edward Brown qui s'appelle The Persian Revolution, la révolution iranienne. Il s'agissait de la révolution de 1906, révolution constitutionnaliste évidemment. Et quand je voyais les photos des grandes manifestations qui avaient lieu à l'époque, et quand je lisais le récit de la mobilisation populaire pour des réformes politiques, et que je regardais la société iranienne où j'avais déjà vécu pendant 2 ans à l'époque, et que j'ai retrouvé ensuite en 1975, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible qu'au début du XXe siècle, il y ait eu tant d'agitation politique, alors qu'aujourd'hui la société iranienne semble figée, bloquée, les rues sont beaucoup plus prises par des embouteillages que par des manifestations, et il n'y a aucun espoir de déblocage de cette société. Bon, évidemment, les choses se sont progressivement débloquées, et j'ai constaté que l'Iran, comme toutes les sociétés, avait certes été figé et bloqué par la répression et par des tas de facteurs, mais que c'était un peuple où, quand la marmite est sous trop de pression, ça saute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, quand on ne connaît pas la situation iranienne, on se dit... on me demande de traiter la dimension idéologique, donc on se dit... c'est les mollahs, c'est les religieux, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette première heure, donc, que le khomeïnisme n'est pas une doctrine qui s'est imposée de manière monolithique et simpliste à la société iranienne. Au contraire, il y a eu toute une maturation, il y a eu quelque chose qui vient de très loin, et qui était beaucoup plus diversifié que l'image qui en a été donnée plus tard. Pour les Iraniens cultivés de 1979, cette révolution de 1906 dont je vous ai parlé était un souvenir très lointain et finalement estompé par la culture officielle et la culture disons, pédagogique, les manuels d'histoire de l'Iran. Je ne dis pas qu'il faisait complètement l'impasse sur cette période, parce que c'est une période qui a... C'était les premiers mouvements de la modernité politique en Iran, d'un régime parlementaire et de grandes réformes politiques, mais la propagande et le discours officiel sous les Pahlavis, depuis 1925 en gros, consistait à minimiser tous ces mouvements de réforme venus du peuple. Pour les Iraniens relativement âgés, disons au-dessus de 40 ans en 1979, les manifestations de rue, pour eux, c'était le souvenir de ce qu'ils avaient vécu pendant la période de Mossadegh, donc une forte période de mobilisation politique, qui avait été finalement terminée de manière assez brutale en août 1953. J'y reviendrai tout à l'heure, mais disons, voilà, il y avait quand même un souvenir d'une mobilisation populaire. Et ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que les sociétés, même chez nous d'ailleurs, c'est un peu la même chose, évacuent de leur mémoire, soit par la force de la propagande, soit par la nécessité de reprendre une vie nouvelle, des événements qui sont jugés inutiles ou qui sont repoussés et refoulés. Je prends 2 petits exemples. Le maréchal Pétain, tout le monde le sait, est venu triomphalement à Paris en avril 1944. 44. Quelques semaines avant le débarquement. Et en août 1944, on dit que la population parisienne a accueilli la libération. Alors donc, vous voyez, ce contraste, en moins de 6 mois,
l'opinion a basculé complètement. Un autre exemple, évidemment, beaucoup plus douloureux et délicat, mais les Allemands ont évacué de leur mémoire les quelques 20 ans de mobilisation nationale-socialiste qu'ils ont vécu et qui ont été traumatisants pour leur histoire au XXe siècle. Donc on essaye ici, moi j'essaye en tout cas, de vous donner une image des mouvements qui ont abouti à cette grande mobilisation de 1978-79 en Iran. Et je pense qu'il faut remonter très loin en arrière. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon petit livre sur l'Iran depuis 1800, que je montre ici, qui ne coûte pas très cher. Je pense qu'on le trouve à l'Harmattan. Bon, c'est une petite pub. Bon, je ne gagne pas grand-chose dessus. C'est simplement pour vous dire que je vais essayer de reprendre quelques lignes des choses que j'ai faites dans ce livre, et puis de développer en fonction du sujet d'aujourd'hui. Donc, le contact des Iraniens avec les Européens, avec le monde occidental, a été un contact douloureux et plein de frustration. C'est-à-dire, on s'imagine quelquefois, les Européens sont venus, ont apporté leur savoir, la science, la civilisation, les écoles, les missionnaires, les bonnes œuvres, etc., la médecine, des tas de progrès sociaux. Eh bien, pour les Iraniens, oui, il y a eu ces progrès, mais il y a eu aussi des tas de frustrations et d'humiliations, des humiliations littéralement. Alors, je vous donne quelques jalons pour le comprendre. 1813, l'Iran, suite à des guerres larvées avec les Russes au nord, ont perdu le contrôle du Caucase. Bon, déjà, c'est une perte territoriale assez douloureuse. 1828, à la suite d'une nouvelle guerre désastreuse contre les Russes, les Iraniens doivent abandonner non seulement totalement leurs prétentions sur le Caucase, mais une partie de leur souveraineté à l'intérieur du pays. Et pendant 100 ans, jusqu'en 1928, le régime des capitulations va leur être imposé. Il s'agit d'un régime d'extraterritorialité juridique pour les étrangers, pour les non-musulmans, sur le sol iranien. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans une société islamique traditionnelle, où le non-musulman est en situation juridique défavorable, quand il a un conflit avec des musulmans, là on va renverser totalement la chose, et s'il y a un conflit entre un non-musulman, c'est-à-dire globalement avec un Européen et un Iranien, ce conflit sera jugé devant un tribunal consulaire, où la juridiction du pays d'origine de la personne non-iranienne va primer, avec un représentant des affaires étrangères iraniennes, bon, pour la forme, mais c'est une juridiction étrangère qui est imposée sur le sol iranien. Et beaucoup d'Iraniens qui vont se trouver dans des situations un peu bancales vis-à-vis de leur propre pays, vont quelquefois se mettre, ou essayer de se mettre, sous la protection d'une ambassade, d'une légation étrangère, simplement pour bénéficier chez eux de ce régime dérogatoire. Vous comprenez à quel point on aboutit à des situations complètement perverses, dans lesquelles, alors les missions commerciales, évidemment, vont s'engouffrer, se profiter de ça, puisqu'elles ont même beaucoup moins de taxes que les commerçants iraniens sur le sol iranien à payer. Les missions étrangères protestantes ou catholiques vont profiter de ce régime, et etc., etc. Et progressivement, nous avons le grignotage de la souveraineté iranienne, notamment dans le domaine économique, avec des concessions arrachées au pouvoir Kadjar, qui vont aboutir à des choses qui sont dans des proportions inimaginables, des concessions concernant toutes les forêts, tous les transports fluviaux et ferrés, les banques, l'émission de monnaie, etc. Et là où il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est en 1890, lorsque un Britannique qui s'appelle Talbot va se faire concéder, va acheter une concession pour l'exploitation du tabac sur le sol iranien. Donc tout ce qui concerne le tabac, la culture, le commerce et l'exportation de tabac. Et là, ça concerne déjà
grande partie de la population, puisque l'usage du tabac était répandu en Iran, sous beaucoup de formes, cigarettes ou pipe à eau. Et donc, il va y avoir une réaction populaire qui va engendrer d'abord le recul de l'autorité royale, puisque le souverain a été obligé de racheter la concession, ça va coûter très cher aux finances, et de faire un emprunt aux Russes pour financer ce rachat, donc soumission encore plus à une puissance étrangère, et finalement l'humiliation du pouvoir royal, et on aboutit à une période de mobilisation révolutionnaire qui va donc conduire à cette première révolution de 1906 où donc la nation iranienne va s'affirmer face à l'absolutisme royal. Les idées nouvelles ont pénétré grâce à cette ingérence européenne et malgré cette ingérence. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des Iraniens qui sont allés en Inde, qui sont allés en Europe, qui ont fait des études, qui ont appris le français ou l'anglais, qui ont lu des livres et qui se sont laissés influencer par les idées issues de la Révolution française. Donc ne croyons pas qu'il y a ici un blocage complet de la société iranienne. Nous sommes au contraire devant une situation où il y a la prise de conscience par des intellectuels, par des religieux aussi, que l'ingérence européenne doit être contrôlée, doit être limitée et qu'il faut s'y opposer. Et notamment, il y a un grand penseur iranien de la fin du XIXe siècle qui s'appelle Jamaluddin al-Afghani, qui était disons, un grand fédérateur de la pensée panislamiste dans tout le monde musulman. Il a voyagé en Afghanistan, en Inde, en Égypte, dans l'Empire ottoman, et il s'est établi même un moment à Londres et à Paris. Il a débattu avec Ernest Renan dans la revue des débats, et il a fini ses jours à Istanbul. Voilà quelqu'un qui, pour conjurer le péril de l'impérialisme occidental, a senti que rassembler les forces derrière l'islam et amoindrir les différences entre les chiites et les sunnites était quelque chose d'absolument essentiel. Dans la révolution constitutionnelle dont j'ai parlé donc tout à l'heure, et qui est un grand jalon de l'histoire iranienne moderne, nous avons la participation d'une grande partie du clergé chiite iranien, derrière ou avec des intellectuels et avec les commerçants qui étaient menacés par les ingérences, notamment des Russes et des Britanniques. Donc nous avons une composition idéologique un peu bizarre, qui va aboutir d'ailleurs à des compromis, puisque certains intellectuels laïcs, il y en avait déjà à l'époque, comme Tarizadeh, ont accepté qu'on mette dans le supplément à la Constitution voté avec beaucoup de discussions au printemps 1907, qu'on mette un article, l'article 2, disant qu'il y aura un aréopage de 5 mojtahed, de 5 théologiens de haut rang, choisis avec une collaboration des grands ayatollahs, si vous voulez, et du Parlement, qui vont contrôler l'islamité des lois. Donc il y a déjà un contrôle de la religion sur les décisions issues du suffrage universel, issues du suffrage populaire. Et cette réforme, en réalité, n'a pas été, cet article n'a pas été réellement mis en place, il est resté assez théorique, et la participation du clergé s'est arrêtée au mois de juillet 1909. Je vous passe le récit de tous les épisodes de cette révolution, mais quand les révolutionnaires ont repris le pouvoir, après en avoir été chassés par un souverain absolutiste, Mohammad Ali Shah, quand ils ont repris le pouvoir en juillet 1909,
ils ont jugé devant un tribunal laïque, où a même paru pendant un moment un Arménien, vous voyez à quel point la sensibilité religieuse peut être offensée par ça, ils ont jugé le plus grand théologien de l'époque à Téhéran, le cheikh Fazlollah Nouri, qui était un homme extrêmement actif et qui a résisté aux réformes. C'est grâce à lui d'ailleurs que cet article 2 du supplément à la Constitution avait été élaboré et voté. Et finalement, il s'était rangé derrière le souverain anticonstitutionnaliste et il a été jugé, condamné à mort et pendu sur la place publique à Téhéran. Donc, c'était le triomphe des idées laïques, si vous voulez, c'était le triomphe de la démocratie, mais qui a mis en péril, finalement, la collaboration du clergé progressiste et réformateur avec les politiciens de ce nouveau régime constitutionnel en Iran. Et le clergé s'est mis à l'écart des institutions à partir de 1909, et il a été montré du doigt de plus en plus par les esprits réformateurs comme étant un frein aux réformes. Et donc il y a eu cette dichotomie entre le progressisme politique et les religieux qui cherchaient à rétablir la suprématie du clergé sur la vie publique. Donc il y a eu un long conflit qui a abouti à la Révolution. Une deuxième période s'ouvre en 1906, et notamment, ou plutôt en 1911, quand le deuxième Parlement s'est dissous et que les Russes ont envahi le nord de l'Iran, parce que justement les Iraniens ont compris pour la première fois le côté violent de l'ingérence européenne et de l'impérialisme. Cette occupation du nord de l'Iran, la répression terrible que les Russes ont exercée, notamment à Tabriz et à Mashhad, dans les deux grandes villes du nord de l'Iran, et puis évidemment la Première Guerre mondiale, qui s'est passée en partie, alors nous autres Français, on a appris la Marne, on a appris des tas les batailles de la Première Guerre, on pense que tout s'est passé en France, eh bien sachant que c'est vraiment une guerre mondiale. Et il y a eu des troupes russes qui ont traversé le nord de l'Iran pour aller sur l'Empire ottoman, des Ottomans qui ont repris le contrôle en 1915, et puis à nouveau les Russes. Dans le sud, il y a eu les Britanniques. D'ouest en est, il y a eu le passage d'expéditions, de corps expéditionnaires allemands. Les Français ne sont pas en reste, puisque dans l'Azerbaïdjan, ils ont envoyé aussi des ONG, mais avec des militaires, etc. On a notamment contribué à armer des milices chrétiennes. Et donc, l'Iran est sorti non seulement extrêmement affaibli de la Première Guerre mondiale, mais en même temps traumatisé par ce passage violent de troupes étrangères. Et le nationalisme iranien n'a fait que se renforcer. Nationalisme qui est devenu de plus en plus anti-britannique. Alors, je suis obligé de passer sur des tas de mouvements locaux, notamment au nord de l'Iran, mouvements sociaux ou plus ou moins teintés d'islam, en Azerbaïdjan ou dans les provinces de la Caspienne, qui ont été même quelquefois tentés par l'expérience bolchevique, avec une alliance provisoire entre le mouvement du Djangal au nord de l'Iran et les bolcheviks, et puis un nationalisme iranien extrêmement virulent et moderne, modernisant, progressiste, qui va s'affirmer de manière très violente, un peu comme en Turquie avec le kémalisme, hein, c'est un peu le même type de mouvement, un peu à la remorque d'ailleurs des idées kémalistes, parce qu'ils vont imiter ce qui s'est fait en Turquie, et qui va aboutir à l'établissement en 1925 d'une nouvelle dynastie, les Pahlavis. Donc ce sont des parvenus. Le fondateur de la dynastie savait à peine lire quand il a pris le pouvoir, Reza Shah. Il est né d'une famille relativement pauvre, et il a une volonté de modernisation, mais finalement lui-même ne sait pas très bien ce que c'est que la modernité politique, ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que le modèle parlementaire, le modèle européen, et il va imposer des réformes, notamment contre le clergé, qui va être réduit à une petite enclave, qui n'est pas légalement une enclave, mais qui en fait le devient, la ville de Rome, au sud de Téhéran, 120 km au sud de Téhéran, où
le désir de revanche sur la société laïque, moderne, agressive va mûrir, et c'est là que Khomeini, à partir de 1922, fait ses études de théologie. Donc, vous voyez que tout est lié. On ne peut pas comprendre le désir de rétablir une sorte de suprématie triomphaliste de la religion si on n'a pas compris les humiliations que le clergé a subies pendant de longues années, notamment à partir de 1925. La Deuxième Guerre mondiale est à nouveau un traumatisme pour les Iraniens. À partir de 1941, l'Iran est envahi par les troupes britanniques au sud et soviétiques au nord pour établir un pont de ravitaillement au moment où les nazis arrivent au Caucase. C'est la longue bataille de Stalingrad qui va être gagnée par les soviétiques grâce à un acharnement du pouvoir stalinien et à de lourds sacrifices de population, mais aussi grâce à un ravitaillement en vivres et en armement à travers l'Iran. Le jeu stratégique des Alliés consiste à se servir du réseau de communication qui désormais existe en Iran, notamment d'une ligne de chemin de fer qui va depuis le golfe Persique jusqu'au nord, pour consolider l'ennemi du monde occidental, mais qui est devenu un allié du fait de l'attaque nazie, qui est donc l'URSS de Staline. Alors, ce traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale va avoir une conséquence en Iran. C'est une mobilisation nationaliste de très grande ampleur contre le monopole sur les pétroles d'une société britannique, monopole qui est mis en question, d'ailleurs de manière, c'est historiquement très intéressant, c'est grâce à la demande de Staline d'avoir une concession similaire au nord de l'Iran que l'opinion iranienne, refusant désormais l'idée même de monopole, va se cristalliser autour de la nationalisation de la société du pétrole, et avec un grand tribun qui est un homme politique de très grande envergure, un grand aristocrate aussi d'origine, qui a fait des études de droit en Suisse et en France, Mohammad Mossadegh. C'est grâce à lui que se constitue un nouveau gouvernement sur le thème de la nationalisation du pétrole en 1951. Et le pétrole nationalisé, il faut mettre en place cette réforme qui est une offense à toutes les doctrines traditionnelles des sociétés occidentales qui étaient « nous avons acheté des concessions, nous exploitons des richesses pour le bien des populations sur lesquelles nous prélevons ces richesses et nous devons maintenir la légalité de cette occupation ». Donc n'oubliez pas que nous sommes dans les années 1950, au début des années 1950, dans une période de renversement total de l'ordre colonial, que ce soit en Indochine, en Corée, la guerre de Corée, l'Inde qui vient d'accéder à l'indépendance, et les mouvements nationalistes dans le monde arabe qui commencent à être très virulents, notamment bientôt le nasserisme en Égypte. Donc Mossadegh n'est qu'une avant-garde de ce mouvement anticolonial, anti-impérialiste, qui va complètement changer les relations du monde occidental avec le tiers-monde. Mais en Iran, il y avait un point très particulier, c'est que l'acharnement, les Britanniques vont être mis en minorité à la fois au Conseil de sécurité de l'ONU et au tribunal international de La Haye, grâce notamment aux efforts de ce grand juriste qui était Mossadegh, mais aussi il y avait un point sur lequel finalement la société britannique des pétroles avait le soutien de tous les gouvernements, y compris de la France à l'époque, c'est que finalement c'était moins la propriété même du pétrole qui était en question que le contrôle de la production. Et à la limite, quand on a accepté, après la chute de Mossadegh en 1953, on a accepté
de maintenir la nationalisation du pétrole, finalement les Occidentaux ont gardé par le consortium d'exploitation, ils ont gardé le contrôle sur l'ouverture du robinet. Et ce qu'on ne voulait à aucun prix, c'est que les Iraniens décident eux-mêmes de la quantité de pétrole qu'on allait extraire de leur sol. C'était à nous, Occidentaux, aux grandes compagnies, selon les besoins de l'industrie et du capitalisme occidental, de décider quelle est la quantité qu'il fallait extraire. La répression contre le mossadérisme, donc contre ce mouvement national qui était finalement un mouvement populaire et un mouvement de prise de pouvoir par la nation, cette répression va être un traumatisme terrible dans la société iranienne. Et je pense que là, on arrive encore beaucoup plus proche des sources idéologiques de la révolution, c'est-à-dire que on coupe les Iraniens d'une conquête politique qui s'était faite par des moyens, évidemment. Alors Mossadegh avait des mœurs politiques qui étaient plutôt contestables, hein, des élections manipulées, et notamment un référendum juste avant son éjection par le coup d'État, un référendum qui était extrêmement contestable. Ceci dit, il y avait le sentiment, il y avait d'abord une grande liberté d'opinion, beaucoup de partis politiques, que ce soit des communistes, des nationalistes extrémistes ou religieux, etc., pouvaient s'exprimer, se rassembler, faire des meetings. Donc il y a eu la constitution d'une société civile qui participait aux affaires publiques et qui essayait de prendre sa place dans le grand débat politique. Et tout d'un coup, les Iraniens en ont été écartés par un roi qui est revenu dans son pays en août 1953, j'allais dire dans les fourgons américains. C'était pas un fourgon puisque c'était un avion, mais il est revenu grâce aux Américains. Et donc là, il y a une dépossession de la souveraineté par un pouvoir étranger, et tous les efforts que le Shah a fait, le dernier Shah, donc Mohammad Reza Shah, mis au pouvoir par les Britanniques quand ils ont occupé le sud de l'Iran en 1941, Mohammad Reza Shah avait pour la première fois, lui, une connaissance directe de l'Occident. Il lisait et parlait le français et l'anglais, et il avait vu en Suisse, quand il a fait des études en Suisse, et par toutes ses lectures et son éducation, il avait vu ce que c'est qu'une société moderne, et il avait des idées probablement assez progressistes, et quand les Américains lui ont demandé de faire des réformes sociales, finalement, il a joué assez bien le rôle de souverain progressiste, de bon souverain, de roi philosophe, etc. Sauf que le contact avec sa population était rompu. Et quand il s'est affronté aux religieux, notamment au sujet de la réforme agraire, pour laquelle les ulémas avaient des intérêts extrêmement grands, puisque les grandes fondations pieuses étaient en partie financées par des propriétés foncières, quand il s'est opposé donc, au début des années 60 aux ulémas, tout d'un coup, le roi s'est senti de plus en plus mis à l'écart par sa population. Et plus il était mis à l'écart, plus il s'en méfiait, plus il accentuait la répression, la police politique, la SAVAK, et le blocage des institutions. C'est-à-dire que la voie parlementaire, pour exprimer un désir de changement ou de réforme, n'était absolument plus ouverte. C'était fermé. Les voies de l'opinion étaient fermées, la presse était muselée. Je vais vous donner une toute petite anecdote pour vous faire comprendre à quel point la répression idéologique sous le régime du Shah était féroce. En 1977, apparut à Téhéran un guide bibliographique de la poésie nouvelle, de la poésie contemporaine persane. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter ce guide. Enfin, il y avait une liste de, je sais pas, il y avait peut-être 120 pages de titres d'ouvrages qui avaient été publiés quelquefois par des toutes petites maisons d'édition ou par les auteurs eux-mêmes, et qui rendaient compte de la poésie vivante en Iran, la poésie contemporaine. Ce livre a été immédiatement interdit et remplacé quelques mois plus tard par une version expurgée, c'est-à-dire la poésie, hein, un moyen d'expression qu'on pourrait croire bien loin des préoccupations quotidiennes ou de la politique, etc.
il a été expurgé et c'est devenu un petit livre de 60 pages. Donc la moitié a été supprimée, parce que c'était des poètes ou des livres qui avaient une teinte, une inspiration ou des thèmes qui étaient réprimés, qui étaient interdits, qui n'avaient pas été autorisés, etc. Donc vous voyez, la répression, la censure allait jusqu'à cela. Et en réalité, il y a eu des problèmes beaucoup plus graves que la poésie. Depuis les émeutes qui ont eu lieu dans la ville de Rome, donc cette même enclave religieuse qui avait résisté un peu à l'influence de la modernité laïque depuis les années 1920, eh bien, c'est dans cette ville que les premières émeutes au début des années 1960 contre les réformes du Shah se sont développées et réprimées durement, avec notamment comme grand orateur et tribun que les Iraniens ne connaissaient absolument pas à l'époque, mais qui s'est révélé à ce moment-là, le futur ayatollah Khomeini, qui est devenu ayatollah à ce moment-là. Disons, il a été reconnu comme ayatollah par les religieux à ce moment-là. Et je veux quand même, pour vous faire comprendre un peu qui était Khomeini, c'était pas seulement le religieux frustré qui avait fait ses études dans une ville qui était un peu sous pression dans les années 1920, c'était quelqu'un qui avait d'une part étudié la mystique islamique, qui était très attiré, il composait des poèmes mystiques, hein, c'était pas n'importe quel religieux, c'est quelqu'un qui même osait écrire des poèmes d'amour mystique. Deuxièmement, il avait à partir des années 50 enseigné la jurisprudence islamique, c'est-à-dire c'était aussi un esprit juriste qui, dans cet enseignement de jurisprudence, avait rassemblé autour de lui déjà de jeunes religieux, de jeunes théologiens qui ont formé les cadres de la Nouvelle République en 1979. Donc, si vous voulez, la maturation de ce rejet de la société par la vie s'est fait de manière progressive. Et à partir des années 60, donc Khomeini a pris la tête de l'opposition frontale au régime. Il a été arrêté, il a été mis en relégation à Téhéran pendant plusieurs mois, et il y a eu un accord, compromis, disons, avec celui qui dirigeait à l'époque la police politique, le général Pahlavan, où Khomeini a accepté de manière implicite de ne plus intervenir dans les choses politiques, et on lui a permis de retourner à Rome. Mais à nouveau, et là c'est très symptomatique aussi de la sensibilité iranienne, en octobre 1964, le Parlement iranien, à la demande des Américains, a voté une loi qui donnait le privilège de l'extraterritorialité juridique au personnel militaire américain et à leurs familles en Iran. À l'époque, c'était une quinzaine de mille de personnes, c'était déjà énorme, mais ça, au moment de la Révolution, c'est monté jusqu'à 50 000. Et le seul homme politique, le seul intellectuel qui a dénoncé ouvertement cette loi était Khomeini, qui a pris la parole publiquement à Rome, donc qui a brisé l'accord implicite qu'il avait avec la Savac, et qui a été immédiatement arrêté et envoyé en exil en Turquie, d'où il a regagné l'Irak. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que non seulement Khomeini a été le seul à oser s'opposer à cette loi, en la dénonçant comme un retour des capitulations. Je vous ai parlé de l'humiliation qu'avaient été en 1828 les capitulations imposées par les Russes à l'Iran. Mais là, ici, Khomeini a dit explicitement, c'est un retour des capitulations. Nous sommes humiliés. Et donc c'était une revendication beaucoup plus nationale que religieuse quand il parlait du retour des capitulations. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que un peu plus tard, un jeune intellectuel iranien, essayiste, romancier, déjà très populaire, qui s'appelait Oleh Ahmad, né en 1932 ou 33, bon, je dis, il était relativement jeune à l'époque, qui avait été marxiste dans sa jeunesse et qui avait quitté le Parti communiste tudé stalinien pour des raisons
d'identité iranienne, et notamment de refus de l'occupation de l'Azerbaïdjan en 1946, quand les staliniens avaient refusé de retirer leurs troupes. Bref, voilà, ce jeune intellectuel, né dans un milieu très religieux, son père était un théologien, un ayatollah, devenu marxiste, qui, tout d'un coup, se ressaisit et dit « mais le seul parmi nous qui ait osé prendre la parole, c'est Khomeini », et finalement, il réinterprète toute l'histoire de l'Iran moderne en essayant de réévaluer le rôle du clergé comme défenseur de l'identité iranienne. Voilà un thème qui va être maintenant central dans le débat intellectuel, l'identité iranienne contre les ingérences étrangères, qui ne sont plus maintenant britanniques, qui sont surtout américaines, mais qui en fait sont des ingérences occidentales. Et là maintenant, il va y avoir ce débat sur l'identité, repris par beaucoup d'intellectuels, y compris des philosophes de très haut niveau, comme Darius Shayegan, Ahmad Fardid et d'autres, et avec des débats d'ailleurs très intéressants. Nous parlons de la mondialisation depuis 15 à 20 ans, mais en Iran, c'est venu beaucoup plus tôt et de manière assez profonde finalement, hein, avec ce sentiment de l'identité bafouée que les intellectuels vont chercher à réévaluer et à défendre contre les ingérences. Je passe sur les mouvements politiques qui, avec des orientations très variées, ont cherché à résister au rouleau compresseur de la politique du Shah. Alors, des mouvements qui, vu le blocage parlementaire, se sont exprimés par les actions violentes, notamment les groupes de guérilla urbaine marxistes-léninistes ou maoïstes comme les Fédayans du peuple, ou marxistes teintés d'islamisme progressiste comme les Moudjahidines du peuple, qui ont donc parfois même pour les Fédayans du peuple ont pris le contrôle d'une petite région au nord de l'Iran pendant plusieurs semaines et ont été durement réprimés évidemment. Et puis la montée d'une préoccupation religieuse comme sorte d'antidote à la modernité laïcisante mondialisée qui était imposée par le régime. Et nous avons ici l'expression, dans le domaine religieux, de nombreux penseurs nouveaux, de nombreux intellectuels, pas toujours des clercs, c'est-à-dire pas toujours des mollahs enturbanés, mais quelquefois des laïcs qui sont... qui quelquefois ont fait leurs études en Occident. Je pense à quelqu'un comme Ali Shariati, né en 1936, qui a fait à partir des années 1959 jusqu'en 1965 des études en France, et qui est revenu en Iran, qui est devenu un conférencier très populaire parmi la jeunesse, un prédicateur un peu... atypique, qui était en cravate, qui apportait beaucoup de mots français dans son vocabulaire, et qui donnait une vision décapée de l'islam, une vision anticléricale de l'islam. C'est-à-dire qu'il disait les mollahs ont corrompu l'orientation primordiale de l'islam qui est de libérer. Donc il faut libérer les femmes au nom de l'islam, il faut libérer les peuples au nom de l'islam, et il faut rejeter la domination violente au nom de l'islam. Donc il y a une sorte de prise de conscience que l'islam peut être un vecteur de progressisme. Et là, encore une fois, ça ne vient pas du clergé, bien que Shariati ait eu des origines cléricales par son père, mais ça vient d'un milieu intellectuel nouveau que le marxisme a tenté et qui a rejeté le marxisme. En réalité, c'est ça qu'il faut garder ici, parce que quand Shariati va être arrêté à son tour et plus tard libéré en 1975, après 2 ans d'isolement en prison, on va publier dans des journaux semi-officiels à Téhéran des articles de lui réfutant le marxisme. Et ça, c'est un compromis qui a été reproché à Shariati plus tard, c'est-à-dire que
en fait, il avait, avec la police politique et avec le Shah, un combat commun qui était celui de rejeter le marxisme, de rejeter la vision du monde communiste, marxiste, inspirée par le soviétisme post-stalinien, etc. Donc il y a eu ici un islam qui a germé et qui a essayé, que le régime a essayé de récupérer un petit peu. Shariati est mort avant la Révolution, il est mort en 77, alors qu'il venait de partir pour l'Europe, et il était à Londres, et il est mort en fait de crise cardiaque. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fin du régime impérial a coïncidé avec la montée d'un intérêt pour la jeunesse, notamment dans le milieu étudiant, pour tout ce qui venait rénover ou réinterpréter la religion. Et Shariati, encore une fois, n'est qu'un exemple. Prenez Bani Sadr, qui vivait certes en exil en France à l'époque, mais dont les écrits commençaient à circuler un petit peu, qui a une pensée tout à fait nouvelle, non violente, personnaliste, de réinterprétation de l'islam, qui n'est pas du tout celle de Khomeini. Et donc c'est ce que je voudrais vous dire. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que j'ai plus de montre. Quand vous voulez, il est 11h30. Je voudrais, disons, susciter peut-être une discussion, dire quelques mots donc, de la diversité idéologique qui a abouti à la mobilisation des gens en 1978. Alors, mon sujet n'est pas de vous expliquer pourquoi la révolution a eu lieu. Il y a eu le basculement politique à Washington qui a fait que Carter a affaibli finalement la pression extérieure sur l'Iran. L'affaiblissement du Shah lui-même, qui devenu malade, n'avait plus confiance en lui et qui s'est trouvé devant un régime qui finalement n'avait plus d'avenir. Il en a pris conscience avant tout le monde. Et puis, il y a eu une répression maladroite en Iran qui s'est notamment focalisée de manière absolument stupide, 8 jours après le dernier voyage d'un président américain à Téhéran, puisque Carter est venu fêter le Nouvel An de 1978 à Téhéran, 8 jours après, on publiait, c'est pas tout à fait un hasard que ce soit 8 jours après, et que le régime s'est senti consolidé. On a publié dans un grand journal du soir un article infamant, calomnieux et vulgaire même contre Khomeini. Alors cet article, c'était rien du tout, c'est une colonne à l'intérieur des pages d'un journal de grande diffusion, mais cet article a suscité une réaction immédiate des religieux dans la ville de Rome, et par ricochet, tous les 40 jours, pour le deuil chiite, des manifestations réprimées violemment dans les provinces. Donc il y a eu une mobilisation autour de thèmes religieux. Au même moment, la libéralisation formelle que le Shah avait obligé de concéder à l'administration Carter, et notamment pour la censure, a fait que les intellectuels se sont exprimés. On commençait à publier des lettres ouvertes, à faire des réunions poétiques. Je vous ai parlé de poésie tout à l'heure. Voilà une dimension de la culture persane qui est extrêmement populaire. Et donc, il y a eu, à l'Institut Goethe ou dans d'autres cadres, des réunions de poésie qui ont été des bombes culturelles pour exprimer le désir de changement et la vitalité de la jeunesse iranienne. Et puis, il y a eu aussi des réflexions dans les cellules encore semi-clandestines, nationalistes ou marxistes, pour essayer de définir une mobilisation, etc. Alors dans cette espèce de concurrence maintenant pour contrer le régime du Shah et contrer l'influence américaine en Iran, nous avons la suprématie, à mon avis incontestable, des milieux cléricaux pour de multiples raisons. Et donc, à partir de janvier 1978, c'est autour du clergé, autour de thèmes religieux, avec un rythme religieux, d'ailleurs tous les 40 jours, ou bien lors des grandes
dates du calendrier musulman, notamment le mois de Ramadan au mois d'août 1978, après la rupture du jeûne, au sortir des mosquées. En plus, on était en été, donc le jeûne se terminait très tard, et quand on sortait des mosquées, on pouvait encore circuler dans la rue, et tout d'un coup, des cortèges spontanés se formaient. Et la mobilisation autour de thèmes plus religieux que laïques a commencé dès cette époque. Mais les laïcs, les nostalgiques de Mossadegh ont continué. Il y a eu une sorte de rivalité entre les deux. Et quand Khomeini s'est retrouvé bloqué, il pouvait plus, les Irakiens ne voulaient plus le garder à Bagdad pour des raisons d'accord avec le Shah, et le Koweït lui a refusé l'accès, au lieu d'aller s'enfermer à Damas où il aurait été étouffé très rapidement, une idée géniale des opposants a été de le faire venir à Paris. Et le Shah a dit à Giscard d'Estaing, laissez-le à Paris, il est fini. On n'en parlera plus. Voilà exactement l'erreur que le Shah a commise. La dernière magistrale erreur, c'est qu'à Paris, grâce à Bani Sadr, Robzadeh et à Yazdi, etc., Khomeini s'est retrouvé d'abord dans la banlieue sud à Cachan, puis ensuite à Nauf-le-Château, entouré des médias, entouré des télévisions, des radios. Les Iraniens pouvaient aller en France sans visa à l'époque. Donc, tout d'un coup, tous les chefs politiques, les intellectuels sont venus faire allégeance à Khomeini, y compris quelquefois en se disant je vais y aller pour la forme et je vais lui dire ce qu'il faut faire. Et puis en revenant, par exemple, l'un d'eux, qui est devenu Premier ministre, le premier Premier ministre du nouveau régime, Mehdi Bazargan, est revenu en disant, alors on lui demandait mais comment ça s'est passé, il dit oui, ben, j'ai vu Ali Omer, c'était un des noms officiels du Shah, c'est-à-dire j'ai vu Sa Majesté, autrement dit, avec un turban sur la tête. Autrement dit, j'ai vu un homme résolu, autoritaire, qui ne tolère aucune diversion de la politique qu'il a choisie lui. Et Bazargan, qui va accepter, lui, beaucoup de compromis, pendant 6 mois quand il sera Premier ministre, finalement, a été un des premiers à se soumettre à ce diktat idéologique de Khomeini, qui était complètement différent de l'idéologie un peu libérale et très souvent teintée de nationalisme et même de mossadérisme des autres. Alors, quelle était l'idéologie de Khomeini? Je vais terminer là-dessus, si vous voulez bien, parce qu'il y aura peut-être quelques questions. Khomeini, à partir des années 1960, commence à réfléchir au problème du pouvoir. Et pour lui, jusqu'à cette période, une monarchie qui aurait été tout à fait soumise à l'idéal islamique et aux formes de l'islam et aux ulémas, etc., à l'influence du clergé, aurait été acceptable. Et puis, à partir justement du milieu des années 60, quand Khomeini se trouve à Najaf, en Irak, il écrit un ouvrage qui s'appelle Kitab al-Bey, qui est en arabe, en 5 volumes, dont une grande partie, c'est un livre sur les transactions, c'est un livre très juridique. Et en même temps, Khomeini réfléchit de manière très théorique sur ce qu'est la démocratie. Et il réfute fondamentalement l'idée de démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un refus de la démocratie, un refus de la monarchie, et pour lui, le seul pouvoir légitime, c'est celui qui est issu de la volonté de Dieu et qui vient du modèle prophétique. Donc voilà déjà, le cadre idéologique de base est posé ici. Un peu plus tard à Najaf, Khomeini va faire des leçons sur le gouvernement islamique. Hukumat et Islam. Et ça, c'est très intéressant. Au début des années 70, donc quelques années plus tard, ces leçons sont faites en persan, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ulémas qui sont persanophones, et ça va être publié en persan à Najaf d'abord. Et ce petit livre va constituer finalement le cadre dans lequel les législateurs de 1979 ont puisé l'idée
qui va couronner la Constitution de 79, c'est l'idée de Velayat et Fari. C'est-à-dire qu'on peut avoir des institutions humaines qui régissent tout ce qui est finalement du domaine de la souveraineté de l'homme, hein, pour la justice, pour le progrès social, etc. Mais la légitimité politique ne peut venir que de Dieu, elle ne peut s'exercer que par les imams dans le chiisme, et à la suite des imams, eh bien là, il y a effectivement une aporie, puisque le dernier imam dans le chiisme du Haut-Décimain est occulté, et donc on ne peut pas avoir accès à lui pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur terre. Eh bien, finalement, ce sont les ulémas qui sont les gérants du vide politique créé par l'occultation de l'imam. Les ulémas ont la légitimité politique en tant que telle. Et parmi les ulémas, l'un d'eux, coopté par ses pairs, hein, ça c'est le mystère un petit peu de la dynamique interne du magistère chiite, on retrouve ça dans d'autres religions finalement. C'est vrai que les cardinaux choisissent le pape, etc. Et là, parmi les ulémas, il y a une sorte de consensus qui se crée, et l'un d'eux est, au nom de l'imam, celui qui est légitimement investi du pouvoir suprême, de contrôler le pouvoir finalement, et de contrôler que les décisions des hommes sont bien conformes à la décision de Dieu. Donc voilà une pensée très cléricale qui a été complètement occultée pendant la mobilisation populaire de 78-79. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette mobilisation populaire s'est faite contre le Shah, contre la répression, contre la censure, contre l'influence américaine. D'ailleurs, le summum de la révolution n'est pas la prise du pouvoir à Téhéran en février 79, c'est la prise en otage des diplomates américains le 5 novembre 79, donc 6 mois plus tard, c'est la reprise en main par les Iraniens, enfin, de leur pleine et entière souveraineté. Donc là, il y avait un immense mouvement populaire qui a abouti à ça. Mais derrière, il y a un clergé qui contrôle très très bien tout l'Iran, tout le territoire, tous les quartiers, par les mosquées, un clergé qui est en réseau autour des grands ayatollahs. Tous ne sont pas d'accord avec Khomeini, mais ils taisent leur désaccord au nom de l'intérêt suprême de la communauté. Même quelqu'un comme Shariat Madani, qui était foncièrement hostile aux idées de Khomeini, qui avait collaboré avec la SAVAK, et qui va plus tard essayer d'encourager un coup d'État contre Khomeini, même lui s'est tu pendant la Révolution, et afin de soutenir l'action au nom du khoméinisme. Et donc nous avons la montée progressive de ce cléricalisme envahissant qui va s'exprimer par étapes dans le processus de définition des institutions, par, premièrement, la définition du nouveau régime comme une république islamique, chose contre laquelle beaucoup de gens s'étaient élevés le 1er avril 1979, puis la convocation par des élections au suffrage universel, hommes et femmes. Voilà déjà quelque chose qui brise l'image un peu stéréotypée qu'on a de Khomeini et peut-être des mollahs, c'est que tout de suite ils ont accepté que les femmes votent et que même les non-musulmans votent, puisqu'il y a les juifs, les chrétiens, les zoroastriens ont voté, pour cette assemblée constituante qui ne portait pas le nom de constituante, parce que Khomeini avait dit au début qu'il n'en avait pas besoin. Donc on l'a appelé Assemblée des experts. Mais en réalité, c'était une assemblée constituante qui s'est réunie à l'automne 79, donc très vite, et qui a accouché d'une constitution qui, grosso modo, est la même. Elle a été réformée 10 ans plus tard à la mort de Khomeini, mais en gros, c'est la même. Et c'est une constitution qui est très hétéroclite. Alors, comme l'Harmattan a publié cette constitution en français dans une très bonne traduction d'ailleurs, je vous conseille de vous y référer, par M. Potocki. Donc, cette constitution est d'abord un effort par des progressistes musulmans, dont Bani Sadr, qui faisait partie de l'Assemblée constituante, de définir une société fondée non sur la violence, mais sur le consensus, et au nom de la religion, bien sûr,
mais où on respecte toutes les libertés et où on essaye d'éviter à tout prix le retour à une dictature. Donc il y a trois instances du pouvoir qui s'expriment par le suffrage universel. D'une part, une assemblée parlementaire, d'autre part, le président de la République élu au suffrage universel, donc qui ne peut pas dissoudre le Parlement et qui a une légitimité directe qui vient du peuple. Et troisièmement, et c'est là finalement le grand mystère de cette Constitution et son point faible sans doute, c'est que les partisans les plus proches de Khomeini, notamment l'ayatollah Beheshti et l'ayatollah Montazeri à l'époque, ont introduit dans toutes ces institutions assez démocratiques, on peut la critiquer, mais enfin, finalement je pense qu'il y a des aspects très démocratiques dedans, ils ont introduit le principe du veloyat efari, c'est-à-dire ce cléricalisme théorique que Khomeini avait mis en place dans ses leçons de Najaf au début des années 70. Je vais m'arrêter, je ne sais pas quelle heure il est maintenant, bon, mais je suis ouvert à toute discussion. Je voulais en venir ici parce que ça vous montre à quel point la République islamique n'est pas quelque chose de monolithique, de figé, de complètement stéréotypé. C'est le produit d'une évolution et je crois que même s'il y a eu maintenant des dérives, surtout depuis 2005, je pense qu'il y a encore, même dans ces institutions, des poignées de secours vers lesquelles, éventuellement, si le régime avait la force de se redresser, il pourrait s'agripper pour se redresser. Je vous remercie de votre attention.